Un événement inédit en 5 mois de guerre entre les États-Unis et l'Iran vient de se produire. Deux petites monarchies arabes du golfe Persique, le Koweït et Bahreïn, ont elles-mêmes frappé l'Iran pour la première fois. Elles ont secrètement frappé des cibles militaires en Iran avec des avions de combat. Et c'est là un tournant important dans cette guerre. Jusqu'à présent, ces deux pays n'étaient un camp que des victimes. Ils étaient constamment attaqués, mais ils gardèrent le silence. Maintenant, ils ont franchi un cap et ont mené une frappe de représailles contre l'Iran. Et ce n'est pas tout. Derrière cette attaque se trouvent les Émirats arabes unis, qui ont fourni des renseignements et assuré la couverture aérienne. Autrement dit, il ne s'agit plus d'un seul pays, mais d'une coalition naissante de monarchies arabes contre l'Iran. Encore une fois, Bahreïn et le Koweït ont fait décoller leur aviation et ont porté une frappe directe. Une frappe contre l'Iran, et les Émirats ont supervisé cette opération grâce aux renseignements et à la couverture aérienne. Et parallèlement, ces mêmes pays sont en train de redessiner frénétiquement toute la carte énergétique de la région, construisent du pont des pipelines contournant le détroit d'Ormuz afin de tenter d'échapper à une frappe iranienne. En somme, examinons ensemble dans cet épisode les deux processus en détail, car ils sont liés entre eux, et discutons dans quelle mesure la guerre contre l'Iran s'étend réellement. Alors, je vais commencer par l'attaque vraiment historique contre l'Iran. Selon le Wall Street Journal, dès le début du mois de juillet, des chasseurs de l'armée de l'air de Bahreïn et du Koweït ont secrètement décollé au milieu de la nuit et ont mené une série de frappes aériennes sur le territoire iranien. Pour les deux pays, il s'agissait de la première frappe militaire directe de représailles contre Téhéran dans l'histoire. Quels étaient les objectifs ? Selon les sources du journal, les frappes ont visé des entrepôts de stockage de drones et de missiles, ainsi que d'autres installations militaires. En d'autres termes, ils ont ciblé exactement ce que l'Iran utilise contre eux, les arsenaux de drones et de missiles. Je souligne que le Koweït et Bahreïn souffrent actuellement le plus des frappes iraniennes, car des bases militaires américaines sont situées sur leur territoire. Mais le détail clé, l'élément clé de cette opération secrète, c'est le rôle des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, qui avaient déjà mené de multiples frappes contre l'Iran au début de la guerre, ont cette fois fourni des renseignements sur les cibles et assuré la couverture aérienne du groupe d'attaque. Autrement dit, les Émirats ont agi comme organisateurs et désignateurs de cibles, tandis que le Koweït et Bahreïn ont été les exécutants de cette opération. Voici ce que dit le Wall Street Journal sur la signification de ce fait. Le fait que 3 pays, Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, aient coopéré dans le cadre d'une seule opération témoigne de la naissance d'une coalition d'États arabes pour contrer l'Iran. Auparavant, chacun se défendait seul. Maintenant, ils commencent à agir ensemble, et c'est important pour toute la région. Il est intéressant de noter que les gouvernements de Bahreïn et du Koweït n'ont officiellement ni confirmé ni démenti ces frappes. Pourquoi ces 3 pays du Golfe Persique réagissent-ils ainsi ? Il est aussi important de comprendre pourquoi ces 3 pays du Golfe Persique ont agi ainsi. Pourquoi, par exemple, pas l'Arabie Saoudite ? Je pense que les pays du Golfe Persique commencent à comprendre que cette guerre va durer encore un certain temps. Cela signifie finalement qu'ils devront affronter ouvertement l'Iran directement, et qu'il ne sera plus possible de simplement attendre que ça passe. Et c'est là, à mon avis, que réside tout l'enjeu. Le Wall Street Journal écrit « Les frappes au début du mois ont montré que les États arabes se sentent de plus en plus impliqués dans un conflit prolongé. Pendant 5 mois, ces monarchies espéraient rester à l'écart, se contentant d'être simplement un territoire d'accueil pour des bases militaires américaines. Mais l'Iran les a régulièrement frappés, précisément parce que des bases militaires américaines se trouvent sur leur territoire, et à un certain moment, cela est devenu insupportable. Je rappelle le contexte pour que vous compreniez pourquoi ils se vengeaient. Voici Bahreïn, le Koweït, les Émirats. Les 19 et 20 juillet au Koweït, un bombardement iranien a provoqué un incendie dans une centrale électrique et une station de dessalement. Le 20 juillet, l'Iran a frappé des installations américaines à Bahreïn et au Koweït, et après cela, l'Iran attaque ces pays pratiquement chaque nuit. Les Émirats aussi ont été touchés, Dubaï a été paralysé, l'aéroport a été frappé, et ainsi de suite. L'Iran a transformé ces pays en cibles pendant des mois, et ils ont finalement répondu. La réaction de Téhéran est prévisible.
Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran ne céderait pas à la pression et, je cite, continuerait d'agir jusqu'à ce que les objectifs et les exigences du peuple iranien soient atteints. Et il a souligné: nous n'accepterons pas un cessez-le-feu temporaire. Eh bien, le commandant de l'état-major, Atam al-Anbiya, a menacé que désormais ces pays non plus, je cite, ne seront pas en sécurité. Mais cela semble même ridicule. Écoutez, l'Iran menace maintenant le Koweït et Bahreïn qu'ils ne seront pas en sécurité. Alors que l'Iran les bombarde déjà depuis 5 mois, pratiquement chaque nuit. Vous savez, cela m'a rappelé un épisode de la guerre russo-ukrainienne. Vous vous souvenez, au début de la guerre à grande échelle, le dictateur russe Vladimir Poutine et toute sa suite déclaraient que la Russie n'avait même pas encore commencé à se battre à pleine puissance. Poutine disait: « Mais nous n'avons même pas encore commencé. Dès que nous commencerons, vous ne trouverez plus ça drôle. » Les Russes répétaient alors souvent: « Nous n'avons même pas encore commencé. » Et maintenant, en Russie, des raffineries de pétrole prennent feu en série. Les entrepôts de Wildberries brûlent. La Crimée est privée d'électricité, sans essence et, en fait, isolée. Les drones ukrainiens ont paralysé les ports russes sur la mer Noire. Les drones ukrainiens volent déjà au-delà de l'Oural et frappent des navires à Kaspisk, sur la mer Caspienne. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Russie n'a donc jamais vraiment commencé à faire la guerre? Ou est-ce que c'est un peu différent? Et cette déclaration du commandement de Khatam al-Anbiya concernant Bahreïn et le Koweït y ressemble beaucoup. Ils disent: « Maintenant, vous avez osé nous frapper. Maintenant, vous ne serez plus en sécurité. Mais vous les avez bombardés pendant 5 mois avant cela. » Et dans ce contexte, l'ambassade des États-Unis en Israël a de nouveau appelé les citoyens américains à faire preuve d'une vigilance accrue, à rester sur leur garde, et à être prêts à d'éventuelles annulations de vol, à la fermeture de l'espace aérien et à d'autres perturbations. Maintenant, la deuxième partie, tout aussi importante, de cette émission, parce que les pays arabes non seulement commenceront à riposter, mais ils s'adaptent aussi à cette guerre. Et c'est l'ancien coordinateur de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, qui l'a le mieux décrit dans une chronique analytique pour CNN. Un homme ayant servi sous 4 présidents américains différents: Bush, Obama, Trump et Biden. Analysons son texte en détail, car il explique vers où se dirige actuellement toute la région. L'idée principale de McGurk est la suivante. L'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en une arme, et maintenant ses voisins travaillant à l'éviter complètement. Ils ne cherchent pas à se battre pour lui, mais disent: « Eh bien, prends-le si tu veux, nous allons nous occuper d'autre chose. » Dans tout le Moyen-Orient, les gouvernements et les compagnies énergétiques accélèrent la construction de pipelines, de ports et de corridors de transport, conçus pour transporter le pétrole, le gaz et les marchandises en contournant le détroit d'Ormuz, et non en le traversant. Voyons en détail les projets spécifiques que McGurk énumère. Et les Émirats arabes unis? Les Émirats disposent déjà d'un port et d'un oléoduc, un peu au sud du détroit d'Ormuz, qui approvisionne actuellement les marchés mondiaux. Là-bas, c'est un peu moins de 2 millions de barils par jour. Les Émirats ont annoncé un vaste programme d'expansion et ils prévoient de doubler cette capacité d'ici la fin de 2027 pour atteindre 3,6 millions de barils par jour. Ensuite, l'Irak et la Syrie. La semaine dernière, le nouveau Premier ministre de l'Irak a rendu visite à la Maison-Blanche et a annoncé des dizaines de milliards de dollars de nouveaux investissements de la part des compagnies pétrolières américaines en coordination avec la Syrie. L'objectif est de remettre en service les oléoducs inutilisés et d'en construire de nouveaux pour exporter le pétrole irakien et le pétrole koweïtien. D'ailleurs, vers la Méditerranée, la capacité de ce trajet est de 2 à 3 millions de barils par jour. L'envoyé spécial de Trump pour l'Irak et la Syrie, Tom Barrack, a déclaré que le but de ces projets est de rendre le détroit d'Ormuz, je cite, « absolument insignifiant vers 2030 ». Ensuite, l'Irak et la Jordanie. Le gouvernement irakien accélère également les plans de construction d'un oléoduc vers la Jordanie. Il reliera Bassora à Haditha, à l'ouest de l'Irak, avec une branche vers le port jordanien d'Aqaba. Et cela permettra d'exporter du pétrole, via la mer Rouge, vers les marchés mondiaux. Là-bas, il s'agit de 1 à 2,5 millions de barils par jour. Ce projet est discuté depuis longtemps, mais c'est justement ce mois-ci que la Jordanie et l'Irak ont annoncé l'accélération de son développement. Eh bien, cela a été dit
très clairement. C'est une réponse à la crise dans le détroit d'Ormuz. Et ce n'est pas tout. L'Arabie saoudite discute actuellement d'une route nord pour les livraisons vers Aqaba, ou plus au nord, à travers la Turquie jusqu'à la Méditerranée. Et c'est ici que Brett McGurk fait une analogie historique. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont proposé un ambitieux pipeline passant par l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie jusqu'à la Méditerranée. C'est le célèbre itinéraire Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Ainsi, ce pipeline a permis d'acheminer le pétrole de la mer Caspienne en contournant toute la Russie. Aujourd'hui, les pays arabes font exactement la même chose, mais en contournant l'Iran. D'importants investissements visent à étendre les itinéraires de contournement existants et à en construire de nouveaux. Ces projets réduiront l'influence de l'Iran et renforceront la résilience des approvisionnements mondiaux. Et c'est précisément pour cette raison, attention, que l'Iran veut instaurer une nouvelle règle dès maintenant. La valeur de la prise en otage du détroit d'Ormuz diminue avec le temps. C'est pourquoi l'Iran veut commencer à percevoir des droits, des frais de passage des navires, le plus rapidement possible, pour en profiter tant qu'il est encore temps, car bientôt il ne sera plus possible de gagner ainsi. Comme le dit McGurk, c'est la clé de toute la guerre. Tant que le détroit d'Ormuz reste la seule sortie pour le pétrole du golfe Persique, l'Iran tient le monde entier à la gorge. Dès que les oléoducs de contournement fonctionneront, son principal atout deviendra inutile. Téhéran se hâte donc de tirer le maximum du blocus du détroit tant que les itinéraires alternatifs ne sont pas prêts. Cependant, il y a aussi une remarque lucide dans cette situation. Les oléoducs ne sont pas une panacée. Ils sont également vulnérables aux attaques asymétriques peu coûteuses de l'Iran, par exemple avec des drones, tout comme les pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et donc, selon l'estimation de Goldman Sachs, d'ici 2028, la capacité des oléoducs de la région pourrait couvrir plus de 60% du volume d'exportation de pétrole d'avant-guerre des pays du Golfe Persique. Mais ils ne pourront pas remplacer complètement le détroit d'Ormuz. C'est plutôt une assurance géopolitique contre les perturbations dans le détroit d'Ormuz qu'un véritable remplacement. En résumé, pour la première fois depuis le début de la guerre, les petites monarchies arabes du Koweït et de Bahreïn ont elles-mêmes frappé l'Iran, et les Émirats arabes unis leur ont fourni du renseignement et une couverture. Cela signifie que la guerre n'est plus seulement un affrontement entre les États-Unis et l'Iran. Des pays de la région sont entraînés dans le conflit, et une coalition arabe contre Téhéran est même en train de se former. Pendant 5 mois, ces pays étaient encore des cibles, et maintenant ils sont devenus des acteurs du conflit. En même temps, toute la région se réorganise selon la nouvelle réalité. Eh bien, puisque l'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en arme, les voisins construisent des oléoducs contournant la zone, passant par la Syrie, la Jordanie, la Turquie, jusqu'à la mer Méditerranée et la mer Rouge également. Et comme l'a dit l'envoyé spécial de Trump, l'objectif était de rendre le détroit d'Ormuz insignifiant d'ici 2030. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.